Bien, donc après les généralités, on va un peu rentrer dans le vif du sujet et aborder les premières pensées, on va dire, les premières théories musicales. Et on commence évidemment par la Grèce antique. Alors j'ai commencé cet exposé par les expériences de Pythagore, qui sont un peu les fondements de la théorie, enfin des fondements de la théorie musicale. Ce sont des expériences qui nous ont été rapportées par notamment deux grands philosophes. Il y en a surtout un, qui est un des plus grands penseurs quand même de la fin de la période après la chute de l'Empire de Rome, qui s'appelle Boès. Alors Boès est né en 480 et il était au service notamment d'un roi des Ostrogoths qui est même assez proche de lui au début, qui s'appelait Théodoric le Grand. Et ça a mal fini parce qu'il a été supposé faisant partie d'un complot, et du coup Théodoric le même d'ailleurs l'a enfermé et il a passé la fin de sa vie en prison. Et dans cette fameuse prison, il a rédigé un des traités musicaux les plus fondamentaux, qui s'appelle des Institutiones Musicae, dans lequel il justement retrace, alors il s'inspire de deux autres philosophes qui l'ont précédé, donc Ptolémée, qui est du IIe siècle, et notamment Nicomaque du 1er siècle, lequel avait déjà évoqué les fameuses expériences de Pythagore, que du coup Boès aura repris. Alors Boès a une aura justement, une aura énorme dans les siècles à venir, et même pendant plusieurs siècles, même jusqu'au XVIIe, XVIe, XVIIe. Et il a fait partie un petit peu, il a un peu imposé la pensée aussi platonicienne, qui voulait la musique comme étant une partie intégrante des sciences, et que la musique était d'abord un sujet de rationalisme et de spéculation, et la musique en tant qu'écoute et en tant que concept sensible était du coup tout à fait mis à l'écart. Et c'est fort dommage. D'autant plus que les Grecs, et ça on le verra après, avaient déjà aussi cette sensibilité et ne voyaient pas forcément la musique comme étant que mathématique, absolument pas, ou que sujet au concept des nombres. Parce qu'on va bien voir que le nombre, non seulement déjà est très présent en musique, mais en plus de ça, les philosophes grecs, et notamment Platon, vont vraiment installer et cimenter ce concept uniquement mathématique de la musique. Trois expériences, il y en a trois, nombre de trois, que Nicomaque évoque et que Boès reprend. Sur les trois, la première, on va le voir, et on la comprend, et en même temps elle est un peu floue, et on sent qu'elle est très romancée. Une seconde, on ne comprend rien, d'ailleurs qui est complètement fausse scientifiquement, et on va le voir, mais on ne comprend vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, on imagine même que Boès n'avait pas tout à fait compris ce qu'avait voulu dire Nicomaque, et qui n'était pas clair, donc peut-être qu'il a retracé un truc en disant « bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut ». Et enfin, la troisième expérience, qui, elle, pour le coup, est la plus importante et la plus fondamentale, et d'ailleurs qu'on a déjà un petit peu évoqué en parlant dans les généralités. Première expérience, c'est l'expérience des marteaux. C'est l'expérience des marteaux. Alors bon, je vais commencer. Donc Pythagore, alors quand on dit les expériences de Pythagore, il faut imaginer d'ailleurs que Pythagore, on se demande même si le personnage a vraiment existé. On confond peut-être même avec un autre Pythagore. Du coup, entre les versions des dates de naissance et des dates de mort de ces deux Pythagore, on en retrouve un qui finalement aurait vécu 100 ans. Donc disons que c'est plutôt les expériences des pythagoriciens, quoi, de l'école de Pythagore, sans imaginer. On met beaucoup de choses à travers le nom de Pythagore. Donc Pythagore, qui lui avait vraiment envie de rationaliser, pour le coup, certains phénomènes émotionnels que la musique comportait, et voulait trouver des expériences pour pouvoir les prouver, et notamment l'expérience des marteaux. Alors, donc cette expérience des marteaux commence avec Pythagore qui, fort de cette volonté de vouloir rationaliser certains phénomènes musicaux, longe une boutique, plutôt une rue de commerçants, et traverse une boutique d'artisans forgerons. Plusieurs forgerons sont en train de travailler leur art, et il se trouve qu'il a le sentiment,
il constate, il observe que parmi ces forgerons qui sont au nombre de 5, il y en a un qui travaille avec un premier poids, avec un premier marteau, alors c'est un marteau qui tape sur une enclume, d'un poids P, il y en a un qui a un marteau qui a un poids 2 fois supérieur au premier, il se rend compte qu'il y en a un troisième qui est 3 fois supérieur au premier, un autre qui est 4 fois supérieur, et enfin un qui est 5 fois supérieur. Ils tapent tous sur la même enclume, pour le coup, et il se rend compte que quand il entend le son que provoque le premier marteau en tapant sur l'enclume, et quand il entend le son que provoque le deuxième marteau, qui fait 2 fois la taille, le poids du premier, sur la même enclume, il se rend compte que ça crée des intervalles qui sont consonants. Et en effet, il se rend compte, à partir de là, que ici, il a le sentiment d'entendre ce qu'on appelle aujourd'hui l'octave. Ici, il entend ce qu'aujourd'hui on appelle la quinte. Et ici, il entend aujourd'hui ce qu'on appelle la quarte. Et il ne va pas au-delà. Et on verra pourquoi il ne va pas au-delà. Ça, c'était interdit. Ça, c'était interdit. Du coup, il trouve ça intéressant. J'en profite pour vous dire, mais les noms octave, quinte, quarte, c'était pas les mêmes à l'origine. L'octave, c'est le diapason. Donc c'est un peu un abus de langage quand aujourd'hui on parle de diapason, le la du diapason, etc. Mais à la base, le diapason, c'était l'octave. Ça s'appelle la diapente. Et ça, le diatésérone, ou diatéséron. Le diatéséron. Une fois qu'il a... Alors, quand même, je veux dire, ça c'est assez louable, il a quand même l'intelligence de inverser. Il pensait aussi que le son que les marteaux provoquaient était aussi issu de la force qu'on y mettait en tapant l'enclume. Du coup, il avait inversé les forgerons, leur avait demandé d'utiliser un marteau différent. Il s'est rendu compte que finalement, le résultat était identique. Donc il a pu éliminer l'idée d'un problème de force qu'on mettait dans le geste. Du coup, ce qui nous amène à là... Alors bon, quand je vous dis que celle-là est un peu floue, elle est un peu floue, pourquoi? Parce que en fait, si jamais ça vous arrive, mais aujourd'hui c'est compliqué, de traverser une boutique d'artisans forgerons, c'est compliqué d'imaginer que le son, d'ailleurs que le marteau, comme l'enclume, puisse être des cordes véritablement sonores, vraiment pas. Vous pouvez le faire, hein, mais entre ça et une corde qui vibre, qui là pour le coup diffuse la note dans toute la pièce, vraiment en soi le marteau n'est vraiment pas un vrai corps sonore. Donc on se demande si on n'a peut-être pas mal compris le terme grec de marteau, qui pourrait aussi dire corps sphérique. Donc c'est pour ça que c'est encore un petit peu flou. Mais ça c'est la première expérience. La deuxième expérience est un peu plus tordue. Et quand je dis tordue, c'est qu'elle est fausse. Hein. La deuxième expérience, c'est Pythagore qui, du coup, rentre chez lui et a décidé de réitérer l'expérience d'une autre manière. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pendu à une poutre, il a pendu à une poutre une sorte de plaque, comme ça, de plaque en fer, de laquelle, s'est mise à pendre 4 fils. Et au bout de ces 4 fils, il a décidé d'accrocher les fameux poids, de poids différents. Donc là, on a bien un poids P. Ici, on a un poids de 2P. Ici, c'est pas grave, hein, 3P. Et enfin ici, de 4P. Et selon cette expérience-là, en tout cas de ce qu'on peut comprendre à travers pas le témoignage, parce qu'ils n'étaient pas du tout à la même époque, mais à travers les écrits de Nicomaque et de Boès, c'est que quand il fait vibrer ici les cordes rattachées à chacun de ces marteaux, il a le sentiment de retrouver les différences. C'est-à-dire qu'en faisant vibrer par exemple celui de P et celui de 2P, il a l'impression de retrouver le diapason, c'est-à-dire l'octave. Idem entre 2P, 3P et 3P et 4P. Ce qui en soi est complètement faux. Ça, pour le coup, c'est complètement faux. Si vous faites l'expérience, d'ailleurs, ce qui est quand même pas très compliqué, il suffit de prendre des pots de cuisine, de la ficelle, et on peut imaginer cette expérience-là.
Elle est fausse pourquoi? Parce que en fait, le poids ici du marteau n'a pas du tout la même fonction. Alors que dans le premier, le marteau était le corps qui allait sonner, qui allait faire vibrer la fréquence et faire vibrer la note. Ici, le marteau n'a pas du tout cette fonction-là. Elle a comme fonction de tendre la corde. Et c'est une fois la corde tendue qu'on va pouvoir la faire vibrer. On fait vibrer la corde, on ne fait pas vibrer le marteau. Du coup, la relation mathématique est complètement différente. C'est-à-dire que ici, la relation de la force, du poids qu'exerce le marteau sur la ficelle n'est pas du tout la même. Alors, elle est... on peut pas, ici, c'est pas multiplié par 2, du coup, il faudrait la multiplier, celle est au carré, en fait, il fallait mettre au carré, c'est-à-dire qu'il fallait multiplier par 4. Si, par exemple, moi, je veux qu'entre P et ce poids ici, il y ait un rapport d'octave, je n'aurai pas à multiplier par 2P, je n'ai pas besoin de multiplier par 2P, il faudrait que je multiplie par 4P, enfin par 4 en fait, que ce ne soit pas 2P, mais 4P. Du coup, ça fausse complètement. Et donc ça, c'est une certitude qui s'est installée très longtemps dans l'histoire de la musique, et on imagine que c'est Galilée, alors pas du tout le même Galilée, que c'est le père de Galileo Galilei, le plus connu, mais son père était un grand théoricien musical, qui s'appelait Vincenzo Galileo, ou Galilei plutôt, qui du coup a refait cette expérience pour démontrer qu'elle était fausse. Mais entre Boès, qui est donc quand même, et même Nicomaque quand même, qui date quand même du 1er siècle, et le père de Galilée qui est issu du 16e au 17e siècle, je veux dire, il y a quand même, pendant 16 siècles, on est resté avec cette certitude-là, qui a quand même été dans les écrits pendant très longtemps, qui a été en plus, tous les écrits de Boès ont été diffusés partout en Europe, et c'est une chose qui a été même Guido d'Arezzo, qui a un grand nom quand même dans la théorie musicale, qui est à l'origine du nom des notes de Ré, Mi, Fa, Sol qu'on connaît, avait d'ailleurs promu justement cet écrit de Boès, qui s'est quand même vraiment diffusé. Et donc on en arrive à ce qui nous intéresse, nous, le plus, à savoir la troisième expérience, qui est donc la plus célèbre, véritablement, et un peu la plus fondamentale, qui est donc l'expérience du monocorde, qu'on appelle aussi autrement, qui s'appelle aussi le canon. C'est important de le souligner parce que le canon en grec, ça signifie la règle, la loi, l'ordre, etc. C'est le côté un peu qui installe. Bon, alors ça, on va reprendre tout de suite, on va reprendre des choses qu'on avait un peu déjà dites et redites en partant du monocorde. Alors le monocorde, ça évoque bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire le fait qu'on commence par une première corde d'une telle longueur, admettons que ce soit un Do. Hop, on va mettre d'une longueur 1, on va dire. L'idée c'est de prendre une corde 2 fois plus longue, on va dire, hop, cette fois-ci de longueur 2, comme on l'a vu quand on multiplie. Alors ça c'est intéressant parce qu'on fait l'exercice en sens inverse. Les Grecs avaient tendance à rallonger les cordes, on a plus tendance à les réduire, mais ici on multiplie la longueur par 2, ça veut donc dire que la fréquence, quant à elle, sera divisée par 2. C'est toujours ce rapport d'inversement de proportionnalité inverse. C'est-à-dire que ici le Do sera l'octave plus grave et non pas l'octave plus aiguë qu'on avait avant. Ce sera l'octave plus grave. Si cette fois-ci je continue et je multiplie ma corde par 3, c'est-à-dire j'ai 3 fois ce fragment-là, par 3, je vais avoir ici un Sol. Si je poursuis, là, je multiplie ma corde par 4, c'est-à-dire ça fait 2 fois celle-là, donc on est encore en présence d'un Do. Bon, ici on retrouve encore une fois la décomposition du son, c'est-à-dire qu'à partir d'une fondamentale, on a donc sa première harmonique, sa deuxième harmonique, sa troisième harmonique, et je peux encore continuer. Mais les Grecs se sont arrêtés là. Du coup, ils ont bien développé les rapports numériques, c'est-à-dire que de là à là, j'ai bien de Do à Do une octave. L'octave ayant donc un rapport de 2 sur 1. Ici, de Do à Sol, j'ai bien, quand on va de Do à Sol, j'ai bien un rapport de quinte. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Auquel cas, pareil, ici j'ai un rapport de quinte. Et le rapport de quinte, c'est donc 3 sur 2.
Et quand je poursuis, ici, de Sol à Do, j'ai un rapport de quarte. Sol, La, Si, Do. J'en ai 4. Ce qui veut bien dire que ici, dans mon rapport de quarte, je vais avoir un rapport de 4 sur 3. Quand on a dit ça, il y a quelque chose... en fait, on a un, deux, trois intervalles, mais il y en a un quatrième, qui est pour le coup, qui est fondamental. Qu'on ne retrouve pas quand on poursuit la décomposition du son, enfin on le retrouve bien plus tard, mais qu'on peut déjà déterminer ici. Si je prends par exemple, si je prends ma gamme, je le fais rapidement ici, hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc ils ont, eux, bien découvert le Do à Do, qui est donc l'octave. Ils ont aussi, du coup, découvert le rapport de quinte, ici, un rapport de quinte. Mais ils ont enfin découvert le rapport de quarte, donc un Do Fa. Ici, le rapport de quarte, il est de Sol à Do, mais je veux dire, 4 tiers comporte pas le Sol à Do, 4 tiers, il comporte l'idée de la carte, enfin le rapport de la carte. Donc la carte, on peut la mettre un peu partout, hein. Moi, je veux avoir comme référence le Do. Donc lui, on a découvert le Do Sol, la quinte, la carte ici. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la différence des deux qu'on peut avoir ici, ça va être la différence des deux, c'est cet écart que je vais retrouver ici. Et cet écart que je vais retrouver là, c'est le ton. Qui est quand même un écart, un intervalle aussi essentiel, et que du coup les Grecs ont aussi calculé. Et on va juste le calculer, vous allez voir, il est très simple. Mais, quand on part, et ça on va le retrouver plusieurs fois, mais première signification, je vais parfois utiliser comme ça la gamme, imaginez un piano, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce qu'on va beaucoup faire, c'est passer du clavier du piano au rapport numérique, et inversement. Il y a une règle là-dedans. Quand on passe d'un rapport numérique, par exemple, si je fais quinte moins quarte, si je fais la quinte moins la quarte, j'ai bien un Do, Ré, donc le ton, ici. Maintenant, numériquement, mathématiquement, les rapports sont changés. C'est-à-dire que ce qui était le plus au clavier devient un multiplié mathématiquement. Ce qui était un moins au clavier devient un divisé mathématiquement. Donc quand je vais faire, pour déterminer le ton, quand je vais faire quinte moins quarte, c'est-à-dire ça va me donner le ton, quinte moins quarte, je le marque ici, quinte moins quarte égale ton sur un clavier. Moi, ce que je vais faire, quand je transpose en rapport numérique, je vais dire que la quinte, c'est 3 demi. 3 demi moins devient divisé par la quarte, qui est donc 4 tiers, est égal au rapport numérique du ton. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours, je ne sais pas dans quelle classe on était quand on faisait ça. Quand on divise deux rapports, le deuxième rapport va être inversé. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que le 3 demi reste, mais divisé par 4 tiers, c'est multiplié par 3 quarts. C'est-à-dire que le 3 va passer en haut et le 4 va passer en bas. Donc ça fait 3 demi divisé par 4 tiers, c'est 3 demi multiplié par 3 quarts. Et ça donne 3 fois 3, 9, 4 fois 2, 8. Et ça donne notre rapport numérique du ton. Donc ça nous fait 4 intervalles qui étaient connus et reconnus. L'octave avec un rapport de 2 sur 1, la quinte un rapport de 3 sur 2, la quarte un rapport de 4 sur 3, et le ton qui est un rapport de 9 divisé par 8. Et là, on a quelque chose qui saute aux yeux, en tout cas qui a sauté aux yeux pour les Grecs, c'est qu'on a un rapport qui est similaire et qui porte un nom. Ce rapport, je vais peut-être le marquer ici, si j'ai la place, c'est ce rapport de, vous voyez bien, 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, 9 sur 8. C'est ce rapport qui est qu'une fraction peut être du style n plus 1 sur n.
Si n égale 1, j'ai 1 plus 1, 2 divisé par 1, c'est l'octave. Si n égale 2, j'ai 2 plus 1, 3 divisé par 2, c'est la quinte. N égale 3, la quarte, et ici, n égale 8, ça me donne le ton. Ce rapport-là est très connu, et c'est un rapport qu'on appelle les rapports épimores. Ce qui était pour les Grecs quelque chose d'énorme, quand ils ont constaté que tous ces intervalles fondamentaux avaient les mêmes relations de type épimore, ils se sont dit que c'était une première vérité musicale, et puis surtout ils ont constaté la beauté mathématique que la musique pouvait avoir. Sans connaître évidemment la décomposition du son, tout ce qui était nœud acoustique, battement acoustique, évidemment c'était quand même pas connu à l'époque. Maintenant, deuxième chose à constater, c'est pour quelle raison, c'est vrai que c'est vraiment dommage, hein, pour quelle raison ils n'ont pas continué leur raisonnement jusqu'à la longueur multipliée par 5. On a fait multiplier par 2, par 3, par 4, et pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'à 5? Ce qui est vraiment dommage, hein, parce que si on faisait le rapport de 5 sur 4, par exemple n égale 4, ça fait 4 plus 1, 5 divisé par 4, il serait tombé sur la tierce. Mais la tierce n'a pas été utilisée, et on va dire le cinquième marteau, parce que ça c'est un marteau, deux marteaux, trois marteaux, quatre marteaux, le cinquième marteau qu'aurait provoqué l'idée de la tierce, est resté légendaire, est resté un mythe, il n'a pas été utilisé. Pourquoi? Une des explications, hein, c'est quand même une des explications, c'est que il fallait aussi que la mathématique puisse vérifier le concept de tétractis, qui était très en vogue dans la Grèce antique, qui voulait que la somme des quatre premiers nombres, 1, 2, 3, 4, devait être égale à 10. 10 étant un nombre, était devenu un nombre assez divin pour le coup. Donc il fallait respecter ce tétractis qui est peut-être une explication au fait qu'ils n'ont pas poursuivi avec le chiffre 5. Du coup, juste pour résumer et pour terminer cette partie sur les expériences de Pythagore, on se retrouve bien avec 4 intervalles possibles. C'est donc ici je commence par l'unisson, 1. Ensuite, on a la carte avec 4 tiers, 3 demi et l'octave. Et c'est marrant, c'est drôle de se dire que ici, évidemment, on a le ton. Et c'est drôle de se dire que ça nous rappelle un petit peu la cadence qu'on connaît musicale, c'est-à-dire 1, 4, 5, 1, c'est-à-dire passer par la sous-dominante puis la dominante pour revenir après à l'accord parfait. Bon, ça c'est... J'enchaîne un petit peu, mais je trouve ça curieux de pouvoir retrouver sa fameuse cadence que tout le monde, 1, 4, 5, 1, que tout le monde connaît en musique, et j'imagine que Jean-Louis Fabre aussi avait certainement évoqué plusieurs fois.